Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine concentré autour des thématiques qui concernent le crowdfunding actuellement. Ce crowdfunding en France qui a connu une année record en 2021, mais qui a surtout vu entrer en vigueur en fin d'année une réglementation européenne pas toujours très bien accueillie par le secteur français. On fait le point en plateau avec Gaëtan Pierret, journaliste en finance patrimoniale chez l'AGFI Actif. Bonjour Gaëtan Pierret. Bonjour Nicolas. Et on fait le point également avec Caroline Lameau-Dupont, présidente du conseil d'administration d'Anaxago. Bonjour Caroline Lameau-Dupont. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine à tous les deux. On va commencer avec vous Caroline Lameau-Dupont. Je le disais, une très belle année 2021 dans le secteur du crowdfunding. On en a déjà parlé sur ce plateau. Comment ça s'est passé chez Anaxago tout simplement? Vous avez vu également des montants plus élevés que les années précédentes et peut-être ce mode d'investissement continuer à se développer chez les investisseurs particuliers? Alors, tout à fait. Effectivement, l'année 2021 a été record puisqu'on a atteint presque le milliard de collectes pour les plateformes de crowdfunding en immobilier. Chez Anaxago, c'est une croissance qu'on a pu constater à partir de 2020 parce que l'année 2021 était excellente, 2020 a également été très bonne, contrairement aux attentes. D'accord. Ouais. En fait, ce confinement a permis aux gens de s'intéresser de plus en plus à leur argent, de considérer des classes d'actifs alternatives. Et donc, nos métiers ont vraiment connu une grosse croissance. Anaxago a fait 50% de croissance en 2020, 60% en 2021. D'accord. Donc, les montants sont de plus en plus élevés. Le crowdfunding immobilier trouve vraiment son public. Donc, les montants collectés prouvent qu'il y avait un besoin fort en termes de financement du côté des porteurs de projets et que de l'autre côté, il y avait de l'épargne à investir dans ces projets-là. De l'épargne disponible. On a tous vu les taux d'épargne exploser en 2020. Et en fait, le besoin aussi d'aller chercher de la performance, tout bêtement. Bien sûr, ouais. On est aujourd'hui dans un monde de risques sans taux. Enfin, c'est vraiment hyper compliqué d'aller chercher des placements qui rapportent un petit peu. Vous l'avez vu sur le crowdfunding, c'est 9% de TRI annuel constaté. Alors, il y a forcément un risque. On ne va pas chercher 9% de TRI sans être sur une classe d'actifs risquée. Mais on est sur un produit hyper intéressant pour l'investisseur privé. Alors, donc 1,8 milliard d'euros collectés à peu près, près de 2 milliards du coup d'euros collectés sur 2021, plus 84% par rapport à 2020. On a presque doublé en termes de collecte sur le crowdfunding de manière générale. Vous nous l'avez dit avec beaucoup d'entrain, effectivement, ça marchait très bien. Et en fin d'année, une réglementation est arrivée, la réglementation européenne, donc de l'autorité européenne des marchés financiers. Et là, Gaëtan Pierret, c'est un peu la douche froide un peu pour le secteur. Oui, exactement, parce que le marché était lancé en très fort. Le marché avait une très très forte croissance et là, tout d'un coup, l'Europe reverse la table, comme on peut dire. Le règlement, il change plusieurs règles. Alors déjà, ça change le statut pour les plateformes. Oui. Le but, c'est de pouvoir unifier le marché européen pour toutes les plateformes, de créer un passeport unique. Donc toutes les plateformes vont pouvoir investir partout en Europe et s'adresser à tout un marché. Sauf que c'est plutôt une bonne nouvelle en théorie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que le prix à payer pour ce passeport unique, il est quand même assez élevé. Donc disparition des statuts locaux. En France, il y en avait 2. Limitation de la collecte à 5 millions d'euros pour toutes les plateformes. Alors ça, c'est une harmonisation qui se fait plutôt par le bas, puisque nous, en France, on pouvait aller jusqu'à 8 millions d'euros. Mais par contre, dans les autres pays, les limites étaient beaucoup plus basses. Ça pouvait être 2 millions, ça pouvait être 1 million d'euros. C'est ça, parce que, alors juste avant de détailler les différents points, il faut bien préciser qu'en fait, cette réglementation européenne, donc du coup, c'est les mêmes règles pour tous les pays européens. Exactement. Et la démarche pour arriver à cette réglementation, ça a été de dire qu'est-ce qui se fait un petit peu dans les pays et qu'est-ce qui va arranger tout le monde. Et donc en fait, ce qui arrange tout le monde, on va le voir, arrange finalement personne, ou en tout cas pas le secteur français, c'est ça? Pas le secteur français, puisque la France faisait un peu office de bon élève jusqu'à présent. Elle faisait partie des pays qui avaient créé des statuts très tôt. Donc on en avait 2, nous, en France. À côté de ça, en Europe, il y avait d'autres pays qui traînaient plutôt des pieds. Et donc quand l'Europe a décidé de mettre tous les pays autour de la table, elle a dû trouver des compromis sur tous les points. Et donc, il y a une harmonisation qui s'est faite sur les différents points, notamment, comme je disais, la collecte, effectivement est un des points bloquants. Plafonné à 5 millions d'euros. Donc. Exactement. Par projet. Exactement, par projet. Il y a d'autres points noirs au tableau, si je puis dire. Je vois notamment... Alors, moi, je disais que, par exemple, on avait supprimé le devoir de conseil des plateformes. Alors, ce qui est assez étonnant, parce que généralement, c'est la première chose qu'on fait en France quand on parle d'investissement financier. On impose à ceux qui proposent un investissement financier de conseiller les épargnants. Là, pour le coup, on leur permet de ne plus le faire. Alors, c'est un sujet qui est encore un peu flou et je pense que, du coup, du côté d'Anaxago, on va pouvoir aussi apporter quelques éléments. En fait, ce qu'on me disait, c'est qu'en 2014, à la création des statuts en France, on avait imposé aux plateformes ce fameux devoir de conseil. Mais en France,
uniquement. Là, avec le règlement européen, on supprime ce devoir de conseil, mais en même temps, on renforce la protection des investisseurs, des épargnants, en créant 2 catégories d'investisseurs, avertis et non avertis, en limitant les montants maximum qu'ils peuvent prêter. Donc il y a cette espèce d'ambivalence qui est un petit peu bizarre. Et du côté de certaines plateformes, on est plutôt content du coup de ne plus avoir trop cette obligation. Mais comme ça fait déjà plusieurs années que les plateformes françaises l'ont mise en place, elles ne vont pas forcément revenir en arrière tout de suite. Donc ce point est un petit peu... C'est un peu paradoxal du côté de l'Union européenne d'avoir voulu supprimer ce devoir de conseil. Caroline Lameau-Dupont, comment est-ce que vous voyez, vous, du coup, cette nouvelle réglementation? Parce que d'un côté, du coup, il est beaucoup plus simple d'aller sur tous les autres pays européens, et de l'autre, il est moins simple d'avoir son activité en France qu'en 2020 ou 2021. Je trouve que c'est une réglementation qui part d'une bonne intention, effectivement, homogénéiser le crowdfunding au niveau européen. Malheureusement, ça tombe un petit peu à l'eau. L'abaissement des plafonds, ça a un premier impact, c'est que quand on va chercher, plus les montants sont importants, plus on va financer des entreprises matures, plus on dérisque le produit. D'accord. Donc pour les investisseurs, passer de 8 millions à 5 millions, en fait, rien que ça, on va aller sur des choses un peu moins matures, et donc c'est dommage. Ça arrive souvent que les projets dépassent 5 millions d'euros, ça arrivait souvent en 2021 ? Très souvent. Chez Anaxago, ça arrivait souvent. Ouais. D'accord. Ça arrive souvent parce que, comme toutes les plateformes, on en parlait juste avant, on s'est repositionné sur des produits cœur de ville, des opérations de marchand de biens, des emplacements prime, des opérations value-add, où on va vraiment faire... Donc les montants sont élevés, donc du coup les montants de collecte sont plus élevés aussi. Très forcément. élevés. Et ça permet effectivement d'aller sur des produits un petit peu moins risqués que ce qu'on faisait, que ce qu'on a pu faire au tout départ quand on allait chercher 500 000, 1 million d'euros pour un projet de promotion. Moi, je trouve que sur la notion de conseil, j'ai toujours l'impression que cette notion de catégoriser les investisseurs, on est plus dans une infantilisation de l'investisseur que dans une notion de conseil, parce que tous les tests qui sont demandés dans le nouvel agrément, en fait, existent aujourd'hui chez les plateformes. Un client, il remplit un KYC. Oui, de toute façon, on doit remplir son profil de risque aujourd'hui en France, quel que soit le type d'investissement. Oui. Donc, c'est très, très inspiré, en fait, de ce qui se passe. Non, moi, je pense que vraiment, le statut est une régression pour le marché français et pour les investisseurs. Gaëtan Pierret, alors il y a une des réactions, vous avez écrit un long article sur le sujet dans la GFI Actif, une des réactions est finalement des plateformes de crowdfunding, et d'ailleurs pas que, du monde de la gestion de patrimoine de manière générale, c'est de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas des rapprochements à opérer avec des sociétés de gestion par exemple, qui pourraient permettre effectivement d'aller chercher d'autres types de projets ou de dépasser le montant des 5 millions d'euros ou autre d'ailleurs. Bah oui, tout à fait, effectivement, face à ce changement de règle, il y a un peu un système D qui est en train de s'opérer, ou du moins une accélération d'une tendance qui était déjà en cours, c'est le rapprochement entre les plateformes et le monde de la gestion d'actifs. Alors, il y a des plateformes qui s'affilient directement à une société de gestion. Il y a des plateformes qui créent leur propre société de gestion d'actifs, comme c'est le cas, par exemple, pour Anaxago, pour Club Funding également. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça leur permet de pouvoir contourner ce plafond de 5 millions d'euros, d'aller sur des collectes plus importantes. Parce qu'en s'affiliant avec... Toujours en faisant du crowdfunding. Toujours en faisant du crowdfunding. Mais parce que c'est plus la plateforme qui le fait, c'est la société de gestion. En fait, c'est qu'elles vont le faire ensemble. Par exemple, pour un projet ouvert sur une plateforme, le porteur de projet va pouvoir aller jusqu'à 5 millions d'euros sur la plateforme, et en même temps, la société de gestion et la plateforme vont créer un fonds, un FPCF, un FPS ou un FPCR, qui va permettre de pouvoir compléter la plateforme, le montant qui est apporté sur la plateforme. Donc 5 millions d'euros plus X millions d'euros. Et donc ça permet de pouvoir combler le manque à venir. Donc si je comprends bien, en fait, tout part de cette limite de collecte à 5 millions d'euros. Finalement, les autres règles pour avoir le passeport européen ne sont pas si dramatiques pour les plateformes françaises, mais c'est vraiment cette limite de collecte en fait, qui pose problème, Caroline Lameau-Dupont. C'est la limite de collecte, c'est les besoins de structuration sur les opérations, c'est l'importabilité d'être actionnaire du véhicule que vous proposez à l'investissement sur votre plateforme. Oui, c'est ça, parce que alors, on ne peut pas, les plateformes ne peuvent pas financer un porteur de projet si jamais celui-ci détient 20% du capital de la plateforme. Et on a vu effectivement des sociétés de gestion développer leur propre plateforme de crowdfunding pour aller financer leurs propres projets. Donc ça n'est plus possible. Ça, les modèles sont terminés. Et c'est un peu problématique parce qu'il y a des plateformes qui se sont créées sur un modèle ouvert, donc elles pouvaient financer n'importe quel porteur de projet, mais il y en a d'autres qui ont créé leur plateforme de crowdfunding pour financer uniquement les projets venant d'un porteur. C'est le cas par exemple de Limo. C'était un promoteur immobilier qui a créé sa propre plateforme de crowdfunding pour financer uniquement ses projets. Et donc celle-ci, leur business model est un peu remis en question.
Caroline Lameau-Dupont, Gaëtan Pierret vient de nous le dire. Donc, du coup, l'objectif demain pour les plateformes et donc pour Anaxago, c'est d'avoir une société de gestion ou de s'affilier à une société de gestion ou de créer sa propre société de gestion. Alors, c'est un mouvement que nous, on a initié en 2018. D'accord. Anaxago a sa société de gestion, Anaxago Capital, depuis bientôt 4 ans. Parce qu'à ce moment-là, les plafonds étaient un peu moins élevés. Donc, il y avait de toute façon ce sujet pour nous déjà de se positionner sur des entreprises plus matures et donc de compléter l'argent apporté par la plateforme. Donc, oui, je pense que c'est une tendance qui va se généraliser. À l'époque, c'était pas évident d'obtenir un agrément société de gestion quand on s'adressait au retail, aux investisseurs privés. Je pense que l'AMF, qui je crois se pose aussi beaucoup de questions sur ce règlement européen, parce que beaucoup de choses n'avaient pas été précisées en temps et en heure. On a je crois, 6 mois de plus pour déposer nos dossiers. Je pense que l'AMF sera à l'écoute. Enfin, c'est un régulateur qui, historiquement, est très à l'écoute, parce qu'on a quand même, en France, régulé en 2014. Bien sûr, et voilà, donc il va falloir qu'elle s'adapte effectivement à cette réglementation européenne, mais je pense qu'elle devait forcément faire partie aussi des parties prenantes de la réglementation européenne. Donc du coup, est-ce que, Caroline Lameau-Dupont, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais le monde du crowdfunding, c'est un monde qui est assez éclaté. On a plein de petites plateformes, certaines plateformes. Il y a déjà d'ailleurs, le passeport européen, est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui combien de plateformes de crowdfunding françaises peuvent réellement en bénéficier, dans le sens où ont vraiment un intérêt à aller plus facilement sur d'autres pays européens? Est-ce qu'on internationalise facilement quand on est une plateforme de crowdfunding française? Aujourd'hui, non. On le voit, il y en a une qui a réussi à le faire, et c'est October, ex-Lendix. Ils l'ont fait aussi parce qu'avec une vision internationale dès le début, dès le lancement de la plateforme, et les financements qui allaient avec. Parce que c'est supposé d'aller chercher un agrément dans tous les pays où ils sont aujourd'hui présents. Moi, je considère que la profondeur de marché en France est suffisamment importante. C'est vrai que le coût de l'agrément européen est devenu plus faible, mais en fait, les coûts de setup pour aller chercher de l'investisseur partout en Europe, en termes de communication, ça va être colossal. Donc, moi, j'ai tendance à dire que c'est un nice to have. D'accord, oui. Mais ça va pas complètement changer la donne, et pour autant, par contre, ça change les conditions d'exercice au niveau français. Et surtout, quand même, qu'on peut ajouter que dans l'immobilier, alors certes, effectivement, l'agrément, il permet de pouvoir aller partout, mais par contre, en immobilier, pour aller chercher les porteurs de projets, il faut quand même avoir une présence locale, c'est quand même plus facile. Oui, bien sûr, c'est sûr. Tissu, et donc, mine de rien, ça nécessite quand même des investissements pour pouvoir s'implanter localement. Et alors, donc, très rapidement, est-ce que, selon vous, ça peut amener à une concentration du secteur, le fait que des plateformes de crowdfunding doivent se rapprocher effectivement de sociétés de gestion, que la limite de 5 millions d'euros limite aussi le nombre de projets, ou en tout cas le montant des projets? On peut assister demain à une concentration dans le secteur, selon vous, Caroline Lameau-Dupont? C'est une concentration qui s'est déjà amorcée. On a vu Omnity qui s'est rapproché de Tikeo, Fundimo qui s'est rapproché d'Atland. Donc c'est un mouvement qui est déjà en marche depuis un certain nombre d'années. Moi, la vraie question que je me posais, c'était les gros acteurs européens, britanniques, américains, qui commençaient à regarder un petit peu en France et qui avaient... britanniques non, mais d'autres vont pouvoir arriver plus facilement, oui. Voilà, et qui en fait n'auront plus besoin de se rapprocher d'acteurs français pour faire du business sur le territoire, et qui en fait vont juste pouvoir arriver en France. Donc on ouvre potentiellement le marché français, mais effectivement il est plus compliqué pour les acteurs français d'aller s'exporter. Dernière question rapidement, Gaëtan Pierret. On parle de sociétés de gestion, on parle d'investissement en direct avec des particuliers, et les courtiers en gestion de patrimoine dans tout ça. Ça avance. La part d'intermédiation, il y a 2 ans, était de 20%. Ça continue à progresser, mais plutôt à la marge. Il y a encore beaucoup de freins de la part des CGP quand même, essentiellement liés au produit en tant que tel. Pour eux, c'est un produit qui leur paraît risqué, c'est-à-dire qu'on investit dans un projet, donc le risque n'est pas du tout lissé. Il y a encore une méconnaissance du fonctionnement du crowdfunding, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, le montage juridique dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais un montage juridique pour tout ce qui est gestion de la dette. Il y a encore beaucoup de peur en cas de faillite des promoteurs. L'hypercroissance du secteur, finalement, peut aussi un peu effrayer les CGP qui se disent OK, il y a beaucoup de cash, mais par contre, est-ce que ça dégrade pas un peu la sélectivité des projets? Moi, il y a certains acteurs qui me disent, franchement, là, c'est peut-être dans cette année, voire l'année prochaine, qu'on va commencer à voir les conséquences de mauvais choix de plateforme d'il y a 2 ans, parce qu'il y a quand même de grands délais, alors surtout dans l'immobilier. Et alors pourtant, ça existe depuis longtemps quand même, le crowdfunding en France et le crowdfunding immobilier, mais ils attendent de voir finalement ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années d'accélération. Oui, parce qu'en fait, sur les projets immobiliers, on a une maturité de 12, 24 mois, 36 mois à peu près. Donc,
il y a toujours un grand délai pour voir si oui ou non le projet était vraiment viable, parce qu'un taux de retard, ça peut quand même, un retard de projet par contre, ça peut quand même beaucoup traîner. Et puis surtout, moi je rajouterais peut-être aussi que le crowdfunding, ça se fait en direct. Donc du coup, quel est le rôle du CGP quelle serait sa place dans cet écosystème actuel? Le crowdfunding, ça apporte la diversification à un portefeuille. Finalement, ça apporte 9% de rendement, donc c'est quand même pas rien. Alors toujours en lien avec un risque, il faut forcément le rappeler. Toujours en lien avec un risque, qui est quand même assez Ouais. important. Et puis là, vu le contexte d'incertitude qu'on a aujourd'hui au niveau de l'inflation, au niveau de la remontée des taux, des problèmes aussi des constructeurs pour pouvoir construire, on se rend compte que dans les prochains mois, ça peut être peut-être un peu compliqué de se lancer sur ce secteur-là. Il y a quelques incertitudes. Merci beaucoup Gaëtan Pierret. Je rappelle que vous êtes journaliste en finance patrimoniale chez l'AGFI Actif. Merci également Caroline Lameau-Dupont, présidente du conseil d'administration d'Anaxago. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur du crowdfunding en France et du coup sur le sol européen. Je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast.